Bonjour. Eh bien, bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Excusez-nous pour le retard, nous avons quelques soucis techniques. Maud, qui nous accompagne normalement pour ce webinaire, ne peut malheureusement plus se connecter. Donc, je vais prendre le relais hein, sur la partie DFCG. On va aller un peu plus vite que prévu sur cette partie-là pour arriver directement sur ce qui nous intéresse, les cas d'usage avec notre invité, donc Arnaud Leprince de la société CDI. Bonjour. Voilà, donc avançons sur la présentation. Donc je vais passer rapidement les premiers slides, en fait, orientés DFCG, parce que je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Nous sommes partenaires DFCG, donc réseau des dirigeants financiers Bretagne et Pays de la Loire. Aujourd'hui, en termes de découverte, donc je vais plutôt lire les différents documents. Mission, perfectionnement et développement professionnel et personnel des membres, avec des espaces d'échange et de partage, donc sur les bonnes pratiques hein, autour de la finance et autres, et des RH, tant au niveau régional que national. 3 instances, Assemblée générale, Conseil d'administration, Bureau exécutif et son président, et un comité consultatif et scientifique qui viennent en appui, en fait, pour ces 3 instances. Donc, être membre, nous, on le vit déjà aujourd'hui. On est membre pour échanger. Il y a plusieurs groupes thématiques, donc il y a forcément des thèmes qui vous intéressent, plusieurs événements nationaux, des rencontres locales et un réseau social qui permet d'échanger, réservé aux différents membres. S'informer, c'est récupérer toutes les informations qui peuvent vous intéresser sur la vie des entreprises, sur le juridique, sur la finance et autres. Se perfectionner à travers des formations et toute une base documentaire accessible, et promouvoir en fait les actions à travers des trophées. D'ailleurs, il y a des trophées en cours actuellement, à travers des prix également, du meilleur mémoire, des labellisations et des fondations, une fondation pour aider les étudiants. Bretagne et Pays de la Loire, donc voilà les différents acteurs que vous pouvez rencontrer. En France, c'est 3000 membres pour 1800 entreprises sur 15 régions. Et dans la région qui nous intéresse, Bretagne et Pays de la Loire, on retrouve 8 pôles d'animation pour 400 membres. Donc, je vous laisse lire les différents noms, sachant que la présentation qui vous est faite actuellement vous sera envoyée à la suite, hein, et donc vous aurez tout loisir de voir quels sont vos interlocuteurs. Au niveau Bretagne, Pays de la Loire, 5 groupes thématiques animés par les différentes personnes que vous voyez autour des thèmes justement cités. DFCG au féminin, DAF externalisé, le contrôle de gestion, carrière et évolution, et un thème qu'on retrouve beaucoup actuellement, le RSE. Au niveau régional, on retrouve un événement par pôle, donc, et par groupe thématique, donc les 5 groupes thématiques que l'on voyait tout à l'heure, qui permettent des échanges conviviaux entre les membres autour d'un sujet déterminé à chaque fois, et présentation d'une thématique par un des partenaires du DFCG. Les événements régionaux majeurs, donc le Trophée des régions, qui se tiendra le 13 octobre 2022 à Nantes, avec les différentes catégories de projets récompensés. Et le Finathlon, donc en amont des Trophées des régions, le 10 juin 2022, au Golfe des Ormes. Hop. La DFCG est aussi un lieu d'engagement, aussi bien pour l'accompagnement que l'aide des étudiants ou l'accompagnement des bénévoles de start-up, donc par des financiers d'entreprise avec une expérience, avec le programme d'A4Good. Donc on retrouve toujours les thèmes chers au DFCG, autour de l'accompagnement, autour de l'échange, autour de la prescription et de l'aide à la formation. L'adhésion. Donc vous retrouvez ici les différentes tarifications avec des tarifs adaptés à chaque public, et qui donnent accès aussi bien à des formations à tarifs préférentiels qu'à tous les événements que j'ai pu vous citer auparavant, et à la communauté via des workplaces et aux annuaires des différents membres de l'association.
Donc association très dynamique. Hop. Donc les nouveautés. Donc là par contre, je ne vais pas pouvoir vous en parler parce que je ne les connais pas. Donc en partenariat avec Francis Lefebvre, a priori, cycle d'actualité réglementaire, pour se mettre au courant des évolutions réglementaires, je pense, 3e mercredi de chaque mois. Donc durée 45 minutes, donc je lis en même temps que vous les diapositives. Et une demi-journée experte DFCG qui peut être offerte en 2022 à choisir parmi les 8 thématiques suivantes. Manager ses équipes à distance, optimiser sa trésorerie, organiser l'analyse stratégique, etc., etc. Donc, comme indiqué tout à l'heure, hein, vous retrouverez ces différents éléments dans la présentation qu'on vous enverra, et le site DFCG également est très bien fait, il vous permettra d'avoir accès à ces informations. Et on arrive à la présentation. Donc, lors de la présentation, n'hésitez pas, vous avez un chat normalement sur le côté auquel tout le monde peut accéder. N'hésitez pas à poser des questions directement à travers le chat. Au fur et à mesure, soit nous y répondons en direct, soit nous attendons la fin en fait pour condenser les différentes questions et y répondre uniquement à la fin de la présentation des différents thèmes. La présentation se déroulera en plusieurs parties. Nous essaierons d'être le plus proche de la réalité possible en termes de retour d'expérience. Donc, j'ai commencé par me présenter. Donc, David Fortino de la société Sigal. Nous sommes éditeurs et intégrateurs français de solutions digitales pour les PME et les ETI, et ça depuis 83. Donc, bientôt une quarantaine d'années que nous officions sur ce marché. Au niveau des fonctions finance, on les accompagne sur tout ce qui est automatisation des process, jusqu'à une démarche in-office dont on va parler beaucoup ce matin. On accompagne également sur la gestion de projet et l'amélioration de la qualité des données. Donc l'amélioration de la qualité des données à travers notamment tout ce qui est acquisition de données. Comment faire pour que l'acquisition de données soit la plus proche possible du terrain et la plus proche possible de l'action, soit le plus temps réel possible en fait, pour en garantir la qualité, l'exhaustivité et la cohérence. Voilà. Donc, nous intervenons sur l'ensemble de la France. Vous trouverez quelques références, je dirais régionales, sur la diapo, que ce soit à travers Monroc, le groupe Carpro pour la fabrication d'essieux, ou Méo du groupe Liebo pour les menuiseries industrielles, à Lubois notamment. Huguet dans l'ingénierie, et ainsi de suite. Nous avons environ 200 clients sur l'ensemble de la France, 36 collaborateurs à votre service, aussi bien dans l'édition et l'intégration. Voilà. On aura l'occasion de montrer un peu plus notre savoir-faire au fur et à mesure de la présentation. Je vais laisser la main et la parole à Arnaud pour se présenter et présenter la société CDI. Bonjour, Arnaud Leprince, donc je suis le responsable des systèmes d'information de chez Cuisine Design Industrie. Cuisine Design Industrie est une société vendéenne située à 30 km au sud de Nantes. On est un fabricant de cuisine montée et on fabrique nos cuisines à la contre-marque. On a 150, on travaille pour 150 concessions, donc 2 marques. Nos marques sont les marques Arthur Bonnet en gamme premium et Comera en milieu de gamme. Voilà. Bien, merci Arnaud. Nous allons tout d'abord commencer par le Lean Office, savoir un petit peu de quoi on parle. Déjà, vous pouvez avoir accès à un petit sondage, donc sur le volet à droite de votre écran. Maud vient de nous rejoindre. J'espère que j'ai pas trop gâché ta présentation. Non, c'était parfait. Merci beaucoup et toutes mes excuses. Visiblement, un problème technique. J'ai dû redémarrer. Voilà. Je vous laisse avec le sujet du jour. Pas de souci. C'est souvent le redémarrage qui est la bonne solution à ce genre de problème technique. Oui, donc, est-ce qu'on peut mettre en place un sondage? Voilà, avec des questions très simples qui vont vous permettre de voir un petit peu quel est votre niveau de maturité par rapport aux lignes Office.
Hop. Et la question étant, qui parmi vous, en fait, connaît le Lean Office? Donc, j'ai quelques réponses à oui pour l'instant. Et non, sachant que le Lean Office a quelques différences par rapport au Lean Management qu'on rencontre habituellement dans les entreprises. Hein, le Lean étant la recherche de performance en termes de productivité, qualité, délai et coût, grâce notamment à l'amélioration continue. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de termes comme Kaizen. Kai étant le changement, Zen pour du mieux en fait. Hein. Donc on est bien dans l'amélioration continue. C'est une pratique qui a été développée, qui vient du Japon, hein, qui répond en fait aux techniques du Fordisme, qui ne tenait pas forcément compte du sens du travail. Le Lean, en fait, c'est un ensemble de bonnes pratiques qui visent à l'amélioration continue dans le cadre de l'amélioration de la productivité. Voilà. Donc aujourd'hui, au niveau de la réponse, donc la majorité des personnes qui sont sur la présentation ne connaissent pas le Lean. Donc on va commencer par quelques définitions, en fait, pour vous présenter tout ça. Donc le Lean consiste à travailler sur le superflu, hein, l'idée étant de ne pas avoir de superflu, réduire quelque chose à l'essentiel, supprimer l'inutile. Supprimer l'inutile, c'est un peu le fondement de la méthode en fait, hein, donc à travers 3 termes précis, le Muda, le Muri et le Mura. Le Muda pour les gaspillages, donc éviter tout type de gaspillage. Quand on est dans l'industrie, on parle de panne, on parle de perte de temps, on parle de non-qualité, enfin tout ce qui n'apporte pas de valeur ajoutée à la démarche, tout ce qui n'apporte pas de valeur ajoutée à la chaîne de valeur de l'entreprise, de manière générale. Donc on a adapté en fait cette partie Muda vraiment à la partie bureau, à la partie office, aux pratiques qu'on retrouve dans les bureaux. Quand on parle d'office, hein, généralement, on parle des services supports à la production. Mourir, c'est les excès, hein, c'est tout ce qui va entraîner des surcharges de travail. On parle souvent de surqualité quand on produit quelque chose qui n'a pas d'intérêt, et notamment pour le client. Hein. Ce sont des techniques en fait au niveau du Lean qui sont très centrées sur le client, systématiquement. Donc à chaque fois, c'est pour ça qu'on parle de sens en fait. Hein. Il faut se poser la question de savoir si ce qu'on fait a bien du sens par rapport à ce qu'on va délivrer au client. Et est-ce que c'est bien compris dans les attentes du client? Et enfin, le Mura, dans les irrégularités, les marchés sont volatiles, les prévisions sont de plus en plus complexes à prédire. Donc, comment fait-on pour lisser et faire en sorte que la qualité soit toujours au rendez-vous, que le service rendu au client soit toujours le même si on est surchargé, même si on a des défauts. On le retrouve beaucoup aujourd'hui au niveau des approvisionnements ou au niveau des prix d'approvisionnement des matières. Voilà, donc on va parler un peu de tout ça aujourd'hui. Ce matin, à travers différents exemples présentés par Arnaud. Et ces exemples vont parler de dématérialisation. Hein, quand on parle en fait de gaspillage, eh bien pour limiter le gaspillage, notamment papier, notamment redondance d'information, on va essayer de dématérialiser le plus possible et éviter la surproduction de documents. On va ensuite automatiser tout ce qui peut l'être pour réduire les délais administratifs et éviter les tâches redondantes ou les tâches sans valeur ajoutée, en fait. On va indexer également, parce qu'une des problématiques quand on travaille sur les services supports, c'est de brasser un très grand nombre d'informations, hein, un nombre de données très important, qui n'est pas forcément facile d'accès. Et quand on ne trouve pas de l'information, soit on dérange quelqu'un pour essayer de l'avoir, soit on reproduit l'information hein, pour pouvoir la communiquer à un client ou un collaborateur. La notification, pour ne rien oublier et se libérer l'esprit, donc plutôt que d'envoyer des mails, en fait, on va notifier et suivre les différentes notifications à travers des outils. Et un des points importants, il est compliqué d'améliorer quelque chose si on ne le mesure pas. Donc, systématiquement, faire le bilan, suivre, contrôler et valider que les processus se sont bien améliorés et qu'on évolue bien dans le bon sens. Et c'est pas parce que à un instant T, on s'est amélioré que dans le cadre de l'amélioration continue, cela ne peut pas être vrai
voilà, au fur et à mesure du temps. Sachant que les process évoluent dans les entreprises, les demandes clients évoluent également, et il faut sans arrêt s'adapter et revoir son organisation en fonction des nouvelles demandes. Donc, et enfin, un des Graal hein, de la démarche, c'est affiner les analyses grâce à la mise en place de processus pilotés par de l'IA, donc l'intelligence artificielle. C'est un grand mot qui désigne surtout dans nos cas d'usage du machine learning, deep learning, donc tout ce qui est apprentissage automatique en fait, en fonction de l'historique de ce qui s'est passé dans les processus et en fonction du contexte. Donc voilà pour cette première partie explicative. Si vous avez des questions, hein, je le redis, n'hésitez pas à les publier à travers le chat. Nous allons passer maintenant avec Arnaud sur des cas concrets de mise en œuvre chez CDI. On va décrire 4 cas en fait, hein. L'entreprise est composée de multiples processus. Là, l'idée, ça a été de s'arrêter sur 4 processus bien définis, clairement identifiables, pour faire un retour d'expérience qui soit le plus clair et le plus précis possible. Le premier processus qu'on a pris en considération, c'est la notion de service client. Donc là, je vais laisser un peu la parole à Arnaud hein, pour une première question. Déjà, de quoi est-ce qu'on parle dans le service client, dans le cadre de CDI? Qui est-ce que ça concerne et quels sont les enjeux? Alors, ouais, pour bien comprendre ce qu'est l'outil de service client, il faut d'abord savoir qui sont nos clients. Nos clients sont des points de vente, ce sont des magasins, des patrons de magasins ou des vendeurs, des concepteurs de cuisine qui vont nous poser des questions. Donc, dans l'outil de service client, nous, il est centré autour de la commande qui vient d'un magasin, donc un client, et d'un consommateur qui va aller acheter sa cuisine. Tout va démarrer à partir de là. Dès que la commande est intégrée dans notre outil, dans notre ERP, elle va également être intégrée au niveau du service client. Cet outil qui n'a pas de nom, hein, qui est juste au niveau de cette, qui a un nom fonctionnel, va nous permettre tout au long du parcours de la cuisine de voir ce qu'il se passe, enfin de la commande de cuisine, de voir ce qui se passe dessus. Donc toutes les demandes, qu'elles soient téléphoniques, mail, Tous les événements, en fait. tous les événements liés à cette commande vont être intégrés dans cet outil. L'intérêt de cet outil, ça va être déjà de dématérialiser toutes ces fonctionnalités et d'avoir un suivi, quelle que soit la personne qui va reprendre le dossier. Elle va sur la commande et elle va être en mesure de savoir tout ce qui s'est dit et tous les échanges qui ont eu lieu sur cette commande. L'intérêt de ça, c'est à l'instant T de pouvoir répondre rapidement à un client, de dématérialiser tous les papiers. On n'a plus de papier, on ne reste qu'avec que du mode web. Et on va avoir un gain de temps puisqu'on n'a plus besoin d'aller dans des armoires rechercher les dossiers pour savoir ce qu'il s'est dit. Les dossiers ont totalement disparu et tout l'archivage papier a totalement disparu de notre service client qui utilise cet outil. Est-ce que dans ce cadre-là, le turnover, en fait, au niveau des équipes, ou ne serait-ce que la prise de congé, sont des sujets qui ont été abordés? Est-ce qu'on sent un gain par rapport à ça? On sent un gain à tout moment, puisque même au cours de la journée, lorsqu'un client nous appelle pour faire une demande sur une commande, on est sur un pôle de 4-5 personnes qui vont réceptionner des appels téléphoniques. Lorsque le client va nous appeler, on va être en mesure, quelle que soit la personne qui va prendre l'appel, de répondre et de savoir ce qui s'est dit en amont déjà sur cette commande. Et bien sûr, en aval, d'informer la personne qui gère le dossier, de savoir, telle personne a pris la conversation et voilà ce qui s'est dit dans cette conversation. Donc, il n'y a plus besoin de spécialiser les personnes, en fait, par typologie de client ou par groupe de clients. N'importe qui peut prendre un appel, il a accès à toute l'information qui est liée, en fait, aux différents échanges qu'il y a eu avec le client.
en amont. C'est exactement ça. De manière générale, nos magasins ont quand même un interlocuteur ou une interlocutrice privilégiée qui va gérer leur dossier, mais lorsque cette personne est absente ou en communication, eh bien, une autre personne prendra les appels pour répondre. J'ai une question, un corollaire un peu à ça, en fait. Est-ce que vous êtes servi de ces informations, de cette masse d'informations, en retour vers le client, pour lui dire, ben voilà, voilà aujourd'hui combien de fois vous nous appelez, voilà les contacts que vous avez avec nous, voilà comment on vous répond, voilà notre mesure d'efficacité, en fait, voilà notre taux de service client. Effectivement, grâce à cet outil, on va pouvoir remonter statistiquement des données pour savoir comment les clients nous appellent, quels sont les clients qui nous sollicitent le plus, puisque là, on va vraiment être sur du concret. L'intérêt également est lié à un autre outil que l'on a à côté, où on va en parler un peu plus tard, où on va remonter toutes les demandes de manière dématérialisée à nos clients. Ils vont ainsi pouvoir suivre la demande qu'ils ont fait et voir le statut de cette commande, en fait, de cette demande en temps réel. Et ils sont informés de la bonne prise en compte de leur demande également, ce qui est très important pour savoir si tout a bien été réalisé. D'accord. Donc on part en fait d'un fonctionnement de départ qui était très orienté papier, mail, cahier dans lequel on écrit en fait quand on a un appel téléphonique, à un système centralisé dans lequel l'ensemble des contacts, des points de contact avec le client sont notifiés. Que ce soit des points de contact gestion ou des appels téléphoniques notés ou des mails envoyés, et ainsi de suite. C'est exactement ça. Surtout D'accord. d'un point de vue très dynamique aujourd'hui et en temps réel, où on sait qu'aujourd'hui on est obligé on se sent obligé de répondre instantanément aux gens, aux personnes, aux clients. Mais ça va avoir également un gain d'archivage où quand on a besoin de retourner sur une commande 2 ans, 3 ans après, on n'est pas obligé d'aller dans les archives, mais on va avoir l'information en instantané pour nous aussi. Donc c'est réellement un gain de temps au niveau du service client pour avoir un historique sur nos commandes Oui. Et savoir ce qui s'est dit autour de la commande en fait. Exactement. Donc avoir de la donnée de gestion augmentée de toute la relation client qu'il y a pu y avoir à côté. C'est exactement ça. D'accord. Si je réitère, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les formuler à travers le chat, hein, le panneau que vous trouverez sur votre droite, par rapport à ce process. Rien d'autre à rajouter, Arnaud, sur le sujet? Non, en fait, maintenant, on va pouvoir passer de la partie suivi de la commande, relation client, vers l'extranet, je pense. C'est exactement ça. L'extranet chez nous est un outil de communication entre l'usine et le magasin. C'est sur cet outil que le magasin va être capable de retrouver toutes les informations liées au point de vente, liées à la communication, liées aux formations, liées à la documentation technique. C'est vraiment son outil de travail pour suivre en temps réel une commande. C'est vraiment un outil qui va lui permettre tout au long de la vie de la commande de la suivre et de voir l'état d'avancement de sa commande en partant de l'envoi d'une commande chez nous, l'intégration dans notre système de commande. À partir du moment où elle est intégrée dans le système de commande, elle est directement visible sur l'extranet et le client va pouvoir suivre sa commande, Le cycle de vie. le cycle de vie qui va jusqu'à sa facturation. On va également facturer les commandes sur cet outil. Donc, ça fait une dizaine d'années déjà qu'on a dématérialisé nos factures et qu'on utilise ce mode de fonctionnement pour facturer nos clients. On va également, grâce à cet outil, gagner en efficacité pour les demandes de SAV. Donc ça, c'est arrivé au cours des usages de l'outil, de l'utilisation de l'outil, où lorsqu'un client a un problème sur une cuisine, sur un module, auparavant nous envoyait une demande par mail.
par téléphone, enfin oui, par mail, parce qu'on veut toujours une trace écrite, et nous envoyer une demande en nous disant, bah voilà, j'ai un problème sur un meuble bas de 60, etc. Sur une commande, sans spécifier réellement la commande. Ce qui nous posait des réels problèmes et beaucoup d'allers et retours pour savoir de quoi on parle, de quel meuble on parle, de quelle commande on parle, etc. Aujourd'hui, grâce à cet outil, le client va sur sa commande, donc s'identifie, identifie exactement l'article qui pose problème, où il fait une demande de SAV. Il va le décrire la problématique de son SAV, nous l'envoyer grâce à l'extranet. Nous allons le recevoir. Nous allons derrière avoir toutes les informations nécessaires à la prise en compte de cette demande de SAV. On va connaître de quel client on parle exactement, qui est le demandeur, quel est l'article, quelle est la ligne de la commande qui pose problème, de façon à ce que quand on va prendre le SAV en place, on va récupérer exactement toutes les données de la ligne de commande initiale. Donc si on parle un peu lean, en fait, ça évite d'avoir de la ressaisie, ça évite d'avoir du gaspillage et de l'envoi par papier ou par mail, sans forcément la bonne référence et ainsi de suite. Là, on est sûr, en fait, que le client, c'est lui qui sélectionne sa ligne à lui, dans la commande, donc c'est lui qui prend la responsabilité de ce qu'il déclare en SAV, il n'y a pas de ressaisie derrière. C'est exactement ça, pas de ressaisie et surtout une fiabilité dans la demande et dans la compréhension de la demande, de façon à ce qu'on ne se trompe pas d'article et qu'on ne se trompe pas de commande aussi. Oui, pour donner un ordre d'idée, quand on parle de commande de cuisine, ça représente combien de lignes à chaque fois? C'est à peu près une 30-40 lignes dans une commande. Avec des produits qui peuvent se ressembler? Avec des produits un meuble bas de 60 va être un meuble bas de 60, même si la dénomination va être comme ça, puisqu'on part sur la largeur du meuble généralement pour identifier l'article, mais avec des fonctionnalités qui vont être différentes. Soit on va avoir des portes, des tiroirs, des casseroliers, des combinaisons de meubles qui sont différentes. Et quand on va parler ne serait-ce que d'un casserolier, d'un meuble avec casserolier, on peut se retrouver avec 3 ou 4 façades. L'intérêt est de vraiment savoir de quelle partie du meuble on rencontre le problème. Et si on refait le parallèle avec ce qui a été dit tout à l'heure au niveau du service client, est-ce que vous réexploitez encore ces données-là dans le cadre d'outils de BI, de statistiques, pour voir comment ça évolue et faire là aussi de l'amélioration continue en fait sur cette démarche? Effectivement, grâce à cet outil, on va pouvoir nous intégrer dans notre ERP les demandes et ressortir statistiquement par client, par commande, quels sont combien on a de demandes de SAV de manière générale sur un client. Est-ce qu'il y a des clients qui ont plus de SAV que d'autres? Ça va nous permettre aussi d'analyser les demandes de modification, parce qu'on va utiliser le même outil lorsque l'on veut faire une demande de modification sur un article, enfin sur une commande. Ou sur un article, on est capable, grâce à ça, d'identifier le nombre de modifications réalisées par les clients et de voir les clients qui modifient régulièrement leurs commandes et ceux qui ne les modifient pas beaucoup. D'accord. Et éventuellement de pouvoir agir vis-à-vis d'eux pour soit l'intérêt est là également, bien sûr. soit des formations, soit faire évoluer les comportements. Le fait de décrire, là en fait ça permet de centraliser l'information, le fait de centraliser l'information et de mieux décrire le processus et les acteurs qui y sont associés, est-ce que ça permet pas de garantir l'exhaustivité justement des informations qu'on va pouvoir analyser? Oui, on est dans un processus qui nous permet de fiabiliser la donnée et de voir comment derrière on va pouvoir la traiter. D'accord. Donc ça fait partie des points également qui sont importants dans le cadre du Lean et surtout quand on est du côté Office, comment centraliser l'ensemble de l'information et faire en sorte que tous les circuits d'acquisition d'informations arrivent bien au bon endroit, Donc là, on était bien systématiquement. sur la partie commande.
Mais l'extranet n'est pas que ça. C'est également un outil de communication pour les services marketing qui vont présenter l'outil, qui vont présenter les produits. C'est un outil qui va servir à notre bureau d'études où il va mettre les procédures de montage, d'utilisation, d'entretien. Vous allez retrouver toute cette communication centralisée à cet endroit-là. Les magasins savent exactement où trouver les informations dont ils auront besoin pour monter, pour entretenir les cuisines et pour discuter avec leurs clients. Ça facilite en fait la dépose de documents, la mise en place de communication, ça la centralise et ça permet d'éviter d'avoir des communications redondantes ou des communications pas à jour en fait en fonction de ce que conservent les clients. On fiabilise la diffusion de l'information puisque chaque personne dans un magasin, donc du concepteur vendeur au patron, a accès à l'extranet, a ses identifiants. Chaque personne est identifiée. On a une identification unique par utilisateur et ils ont tous accès à cette communication. Donc on est sûr que l'information va bien descendre à toutes les personnes du magasin. D'accord. Donc ce qu'on retrouve, je suis pas allé assez vite au niveau de mon partage d'informations, donc sur Extranet Magasin qu'on vient d'évoquer. Informer, donc améliorer l'expérience client en B2B et en B2C, donc c'est mettre à disposition des informations, mais c'est aussi informer sur, donc vous êtes un industriel, hein, ça vous donne aussi la capacité en fait d'informer vos clients sur des informations liées à la production, et notamment la charge et la capacité à produire suivant des délais définis. Effectivement, dès que l'extranet est en lien direct avec notre ERP, dès que la charge de l'usine augmente, les informations sont mises à disposition sur l'extranet et lorsqu'un concepteur veut regarder la charge de l'usine pour proposer une date de livraison à son client, il est déjà en mesure, lors de la prise de commande, de savoir si sa commande va bien être honorée dans les délais, chose qui nous tient à cœur, et de ne pas faire de promesses en faisant des reports de délai. En temps réel, il est capable de dire « Ok, votre cuisine, on est capable de vous la livrer dans 5 semaines ». Oui, d'autant que si on explique le contexte, ce sont des magasins qui ont affaire à des particuliers, qui lancent des travaux, donc tout retard dans la livraison d'une cuisine peut entraîner des problèmes pour le particulier. Exactement. On reviendra après aussi sur les gains de manière un peu plus générale à la fin des différents processus. On va passer, donc on a parlé en fait de la partie service client qui est en interne chez vous. On parle après de l'extranet qui met à disposition de l'information et qui permet de mettre en place des processus dynamiques avec le client, notamment dans le cadre du SAV. Et le dernier point, ça va être ce qui est appelé le back-office magasin. Donc là, je te laisse présenter un petit peu le contexte et qui est concerné. Alors, le back-office magasin va concerner principalement les points de vente. Ça va être un outil de pilotage du point de vente, de l'entrée d'un consommateur dans le magasin, compter le nombre d'entrées dans le magasin, jusqu'à sa facturation. Donc, de là, on va gérer les devis, les entrées, les devis, les bons de commande, les commandes d'achat, les livraisons, les plannings de pause. On va gérer également la facturation. Donc, c'est un outil complet, c'est un véritable ERP magasin qui est en lien avec leur outil de dessin, de conception, où ils viennent sur leur outil de conception, ils viennent réaliser leur projet. Il va automatiquement être intégré dans le back-office. Et grâce à ça, ils vont pouvoir avoir des statistiques, donc suivre leur dossier, bien sûr, et piloter le magasin avec des statistiques sur la gestion des marges faites par dossier la réalisation et les délais de réalisation du dossier. Chaque vendeur va avoir son profil en fonction de la personne concernée. On va gérer des profils de comptables, de vendeurs, de patrons, des gens qui vont avoir tout. Et ils vont avoir un tableau de bord qui leur présentera le suivi de leur activité en temps réel.
Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur cet outil? Aujourd'hui, au niveau de l'outil, donc une des premières difficultés, c'est l'automatisation des échanges dans un milieu multi-logiciel, en fait, hein. On parle d'une CAO, DAO et on va vers de la donnée de gestion. Comment faire pour éviter la ressaisie dans l'idée, en fait, un magasin qui vend de la cuisine est maintenant un décorateur. En fait, il essaye de faire une mise en ambiance. C'est très orienté dessin. Et comment transformer cette approche CAO dessin en approche gestion? C'est exactement ça. Derrière, on va professionnaliser un concepteur, il est là pour vendre. Il veut vendre son projet. Derrière, toute la gestion de la commande, les achats, c'est pas c'est pas son trip. Lui, il préfère vendre et puis Tout à fait. derrière, derrière advienne que pourra. Grâce à cet outil, on les professionnalise et on leur demande de bien suivre leurs commandes et de bien et derrière, on va les aider à vérifier la marge sur leur projet et de voir si elle se dégrade au fur et à mesure du temps. Entre le moment où on l'a signé et le moment où on l'a livré, on peut avoir des gestions de SAV, on peut avoir des gestions de mauvaises programmations, enfin de mauvaises commandes. Et ça, tout de suite, ils sont en mesure de l'analyser et on va pouvoir retortir des états statistiques directement sur l'outil. Ça me permet de rebondir sur une autre facette en fait du déploiement. On a parlé de l'amélioration continue, on a parlé aussi de la différence qu'il pouvait y avoir entre l'office, donc les bureaux, les services supports et la production. Finalement, quelles sont les résistances au changement qu'on peut trouver dans le cadre du déploiement d'outils logiciels qui dématérialisent? Hein, on parle d'automatisation, donc quand on parle d'automatisation, on parle de dématérialisation de bon nombre d'informations, on parle aussi de digitalisation, et on va demander aux différents acteurs, pour les aider, de renseigner plus de choses qu'ils ne renseignaient avant. Comment est-ce que c'est perçu et est-ce que ça se passe bien? Suivant le contexte du point de vente et de l'organisation qu'avait le point de vente, on parle de magasins de 1 ou 2 personnes, à des magasins de 7, 8, 10 personnes et à des patrons de magasins qui ont 2, 3, 4 magasins. Donc, suivant, on est vraiment sur une hétérogénéité des patrons, des profils. Il a fallu que l'outil s'adapte à cette diversité. Et on va retrouver une résistance au changement qui va être plus ou moins grande suivant la typologie du magasin. Une personne, enfin un point de vente où vous retrouvez 2, 3 personnes qui ont l'habitude de travailler sur des fichiers Excel, qui travaillent sur du Word, la modification est simple, pas suivie, mais elle est simple. La donnée n'est pas fiable, c'est pas grave pour eux, ils arrivent à s'en débrouiller. Et donc là, on va avoir, ils vont avoir du mal à comprendre qu'on leur donne des étapes pour dire est-ce que le billetterie a bien été fait, est-ce que la validation technique a bien été faite, enfin, est-ce que la commande maintenant elle est fiable. Une fois qu'elle est fiable, ça y est, je l'envoie en production et je ne vais plus la changer simplement. Ils n'ont pas ces habitudes-là, donc c'est une contrainte pour eux. Il faut qu'ils retrouvent un gain derrière vis-à-vis de ça. Ils vont le retrouver avec le suivi réel de leur commande. Et la diminution, bien sûr, des SAV liée à ce suivi est beaucoup plus rigoureux. Sur des points de vente beaucoup plus structurés, cette structure, ils l'avaient déjà. On va retrouver une résistance parce que eux, ils n'ont pas attendu qu'on leur propose cet outil pour s'organiser et on peut parfois leur demander de changer un peu leur façon de faire. Ça va être là-dessus qu'on va retrouver. Mais on trouve quand même beaucoup plus grande adhésion sur les points de vente qui sont déjà un peu structurés. Donc, dans la démarche, mais je connais un peu la réponse pour l'avoir vu et avoir vu comment ça s'était passé. Finalement, est-ce qu'on n'est pas obligé d'adapter aussi la démarche de déploiement informatique, de digitalisation au public visé? C'est-à-dire, il faut aller beaucoup plus montrer des écrans beaucoup plus vite, mettre les différents acteurs en phase le plus vite possible avec la réalité de l'usage pour valider que ce qu'on met en place, si ce qu'on met en place en fait est correct et sera exploitable et exploité. C'est ça. Et il faut s'adapter à l'utilisateur. Mm. Ce qui n'est pas la chose la plus simple avec des
des procédures qui ne sont pas forcément écrites, donc qui sont dans la tête des gens. Il a fallu s'adapter et trouver des moyens de répondre à leurs besoins. Un des intérêts également de cet outil, qui n'est pas négligeable, c'est qu'au niveau de l'usine, nous, on a une visibilité sur les points de vente beaucoup plus accrue que ce qu'on avait auparavant. Avant, vous aviez des magasins qui allaient déclarer des ventes. On reçoit une vente quand la vente est pour le magasin est pratiquement terminée. On reçoit des bons de commande. Aujourd'hui, on peut avoir une visibilité dès la phase de devis du magasin et mieux prévoir nos phases d'approvisionnement. C'est un de nos objectifs en ayant mis également cet outil en place, de façon à ce qu'on ait une visibilité beaucoup plus grande sur les commandes qui vont arriver chez nous. Et ça permet également de consolider tous les chiffres, de façon à ce que, quand on parle de chiffre d'affaires magasin, de zone, de nombre de clients qui rentrent, au lieu d'être sur du déclaratif, on va être sur un déclaratif beaucoup plus structuré et on va pouvoir consolider les chiffres entre les différentes régions et au niveau national beaucoup plus simplement, puisqu'on aura la donnée en direct chez nous. D'accord, donc d'un côté, en fait, ça a permis d'améliorer les différents process et éviter les ressaisies et automatiser un certain nombre de pratiques, faire le lien avec de l'SCAO, DAO et faire le lien avec l'industrie. Et en plus, il y a des gains complémentaires, en fait, liés au fait que la donnée soit présente. Hein, tout C'est exactement ça. On a D'accord. on standardise grâce à cet outil nos magasins et la façon de travailler dans nos magasins. D'accord. Donc bah, ça me permet de faire le lien justement avec l'une des dernières diapositives de la démarche. On va retrouver en fait bah, les gains. Hein, on va parler un peu gains. C'est quels résultats en fait on peut voir par rapport à tout ça. Déjà, avant de parler de résultats, tout ce qu'on a évoqué, combien de temps ça a pris de mise en œuvre, de diagnostic un petit peu de la problématique, se dire tiens, on peut évoluer, mettre l'ensemble des acteurs dans la démarche et sensibiliser pour ensuite déployer une solution. C'est une démarche qui est de longue haleine. On n'a pas tout mis d'un seul coup, on n'a pas tout déployé d'un seul coup. On a commencé par notre outil de service client, notre extranet, et ensuite on en arrive au back office. Cette démarche-là et c'est pas terminé. Cette démarche-là est assez longue. Ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on est entré dans cette démarche. La mise en place d'un outil, entre la mise en place de la création du cahier des charges jusqu'à la réalisation, on est sur un ordre de 6 à 10 mois, suivant l'outil. Et on est sur des outils qui sont en perpétuelle évolution. Donc, entre l'extranet d'il y a 10 ans et l'extranet d'aujourd'hui, on a eu d'énormes évolutions. Entre le back-office d'il y a 2 ans et celui d'aujourd'hui, on a encore des évolutions. C'est des outils qui sont en perpétuelle évolution et qui nous aident à répondre aux demandes de nos clients et avec des demandes qui sont de plus en plus exigeantes et dont les résultats aujourd'hui, on les veut de plus en plus rapidement. Donc on s'habitue en fait, on s'habitue à la démarche. Est-ce qu'on pourrait dire que l'amélioration continue appelle l'amélioration continue? Et qu'en fait, bah, les exemples de processus qui sont améliorés et qui fonctionnent bah, font boule de neige vis-à-vis des autres acteurs de l'entreprise qui souhaitent aussi évoluer. On est exactement dans cette démarche-là et aujourd'hui, on voit que les magasins qui n'ont pas encore été équipés de l'outil le demandent. On arrive voilà, à ces phases-là où les gens voient ce qui se passe à côté. La démarche d'être acteur dès le début est un peu compliquée pour eux. Aujourd'hui, ils sont partis dans cette démarche de vouloir un produit et ils sont toujours dans des demandes d'amélioration pour répondre au mieux à leurs besoins.
Quand on est, donc tout à l'heure, tu as présenté la société, tu t'es présenté aussi, tu as un rôle un peu particulier au sein de CDI, parce que tu fais la relation client dans le cadre du service informatique et de gestion Mm. d'information. Est-ce que finalement, cette notion d'amélioration continue, cette mise en place perpétuelle d'outils à travers vraiment enfin, voilà, une plateforme digitale, est-ce que c'est un projet comme un autre, ou est-ce que finalement ça demande des fonctionnements un peu différents? C'est un projet un petit peu différent. Alors, j'ai deux typologies de clients, enfin plusieurs, puisque nous, au sein de Cuisine Design Industrie, on a une usine de production, mais on a également des services commerciaux, marketing tertiaires. Mm. Au niveau du tertiaire, voilà, on est à peu près dans la même démarche au niveau des points de vente. L'usine, entre la démarche que l'on va avoir au niveau de l'usine et la démarche que l'on va avoir au niveau des magasins, en fait, on s'aperçoit que tout se rejoint et qu'on veut avoir de l'information le plus rapidement, la plus fiable possible. Et la façon de digitaliser et de dématérialiser la documentation et les flux permettent ce gain de réactivité et d'information juste au bon moment. Il faut juste s'adapter aux différents acteurs. Exactement, mais qui aujourd'hui sont de plus en plus demandeurs. Euh, et, euh, et bien sûr qu'on va retrouver des profils un peu récalcitrants, mais qui vont s'y mettre parce qu'ils voient leurs collègues s'y mettre facilement. Et on a une première question justement qui est arrivée. Est-ce que l'in-office est venu tout de suite? Une question à propos. Ou est-ce que la démarche s'est construite au fur et à mesure? La démarche est complètement construite au fur et à mesure. On a débuté par des petits projets pour arriver aujourd'hui à des projets qui sont de grande ampleur, qui sont beaucoup plus structurants. Mais il faut, enfin, de notre point de vue, il a fallu être en mesure d'apporter petit à petit ce mode de changement de fonctionnement en dématérialisant et en enlevant la crainte de l'outil informatique au niveau des magasins, mais également au niveau de la production. D'accord. Au niveau des gains, donc là on parle des différents résultats. Bon, on les a lus, on a parlé au fur et à mesure des différents process qu'on a pu évoquer. Quel est le gain le plus significatif qui aurait pu être relevé sur différents process entre, entre les différents éléments tels qu'ils peuvent être notifiés là? On va avoir deux gains qui sont majeurs. La suppression du papier, Mhm. et donc ce qui implique une plus grande fluidité et une plus grande rapidité dans la communication. Donc on va avoir des informations en temps réel, que ce soit au niveau de nos points de vente ou au niveau de la production. Sur les points de vente, on va avoir des chiffres d'affaires qui vont évoluer, qu'on va voir évoluer directement, des commandes qui vont arriver beaucoup plus rapidement, ou enfin avoir une visibilité beaucoup plus en amont que ce qu'on pouvait avoir jusqu'à maintenant. D'accord. Et surtout, et aussi, plus de documents papier. On va retrouver le papier, on n'est pas encore au zéro papier, mais c'est plus, on utilise aujourd'hui plus le papier comme un brouillon, plus qu'un outil qui va servir d'archivage. Mhm. L'archivage est supprimé. C'est vrai que la dématérialisation, pour l'avoir vu aussi, l'avoir vécu à travers les différents exemples, enfin, on croit qu'envoyer un document, ça suffit, mais non, en fait, il faut gérer les notifications, il faut savoir si la personne l'a lu ou pas, il faut savoir quand est-ce qu'elle l'a lu, surtout quand on envoie une facture, hein, être bien sûr que la Exactement. personne qui reçoit la facture l'a bien prise en considération dans le cadre de sa gestion et notamment de son règlement. Ah bah avec ça, on n'a j'ai pas reçu ma facture puisqu'on le voit tout de suite. Mm. Voilà, ça fait partie aussi des bonnes pratiques de la dématérialisation. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette présentation. Et bah, on a parlé un petit peu tout à l'heure. Quelles sont les prochaines étapes en fait de la démarche? Les prochaines étapes, va y en avoir beaucoup. Maintenant, ça va être de récupérer les informations d'un client, alors client
consommateur, d'un acheteur de cuisine, depuis les phases web, donc depuis les sites institutionnels, et de ramener cette information directement au niveau du point de vente pour qu'il puisse aujourd'hui être plus réactif vis-à-vis des consommateurs web. Et donc, ça permet maintenant, en ayant avancé, de faire le lien, de commencer à envisager de faire le lien directement avec le consommateur final, le particulier. Exactement, Voilà. avec un suivi du client chez lui, puisque lorsqu'il fera une demande web, on sera en mesure de suivre cette commande, de suivre sa demande et de voir si les rendez-vous ont bien été pris. Gestion et suivi des leads. Très bien. Et voilà. Eh bien, merci beaucoup Arnaud pour cet échange et pour ce témoignage. Avec plaisir. Voilà, je repose la question. Avez-vous des questions? N'hésitez pas à les faire figurer dans le chat. Voilà, sinon nous avons une question. Alors, on parle beaucoup de cybersécurité. Qu'est-ce qu'une démarche Lean peut apporter à ce sujet? Je réponds, tu réponds? Comme tu veux. Vas-y, je te laisse faire. Ok, je te remercie. Donc en fait, la démarche Lean, de par son approche, quand on parle de Lean Office, en fait, on va essayer de cartographier au maximum quels sont les acteurs, quels sont les processus. On va essayer aussi, dans ce cadre-là, de définir comment est-ce qu'on va automatiser, améliorer et faire évoluer ces processus. La cartographie est un bon outil, en fait, parce que elle permet de savoir qui fait quoi et d'avoir une vision un peu transverse de la démarche. Voilà, il est très compliqué de s'occuper des MUDA qu'on évoquait tout à l'heure, les différents gaspillages, en ne prenant en considération que la personne et son activité. Voilà, quand on prend que la personne et son activité, généralement, on arrive assez vite à cerner quels sont ces gaspillages. Et ça va pas très loin. Donc le grand intérêt, en fait, c'est vraiment de recontextualiser et de mettre en perspective la personne dans son environnement, quelles sont ses interactions avec les autres, et ainsi de suite. Et dans ce cadre-là, comme on cherche à automatiser, comme on cherche aussi à centraliser, comme on cherche à décloisonner, eh bien, on va mieux maîtriser les différents outils de communication et de connexion des différents acteurs. Et comme on sait que souvent, c'est par les acteurs qu'arrivent les plus grandes failles de sécurité, le mail intempestif sur lequel on clique, la demande de code, voilà, on se méfie pas et on se retrouve à fournir des codes pour une solution, pour un autre logiciel sur Internet. Et au final, on se rend compte que le login et le mot de passe sont les mêmes que pour rentrer sur le réseau, et ainsi de suite. Donc, on va comme ça pouvoir mieux cerner le comportement des différents acteurs et les accompagner sur la centralisation des accès. Faire ce qu'on appelle du SSO ou faire de l'authentification renforcée et être sûr que cette authentification soit suivie. Et comme on fournit aux acteurs, comme le disait Arnaud tout à l'heure, on s'inquiète en fait et on s'intéresse beaucoup à ce dont ils ont besoin et on fait en sorte que ce soit facilement utilisable par eux, eh bien ça permet d'avoir des collaborateurs, des acteurs en fait qui ne vont pas chercher ailleurs d'autres solutions. Donc ça nécessite d'être à leur écoute aussi, ça nécessite de faire le bilan régulier de leurs usages et de voir comment les faire évoluer. Parce qu'un utilisateur, quand il a un besoin, si on n'y répond pas assez rapidement, il va vite aller chercher ailleurs une solution. Que ce soit à travers un compte Facebook privé-public parce qu'il ne sait pas trop comment ça marche, un Dropbox qui n'est pas maintenu, ou un WeTransfer qui permet de mettre toutes les données de l'entreprise en ligne sans forcément que ce soit suivi. Donc voilà, donc en effet, le Lean peut apporter beaucoup à la cybersécurité dans le cadrage et dans l'accompagnement des différents acteurs. Voilà, Arnaud, si tu as quelque chose à rajouter. Ah, c'était parfait. Je te remercie. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions. De toute façon, vous aurez accès à la présentation. Dans cette présentation, il y a nos coordonnées. Vous pouvez très bien nous envoyer un mail ou nous solliciter sur ces différents sujets. Voilà, nous sommes bien évidemment, à votre disposition.
David, tu as une question de Édouard Durand dans les questions. Ah, dans les questions? Oui. Je vais sur les questions. Donc, si l'utilisation de l'outil est claire, la démarche sous-jacente Lean, diagnostic, identification des gaspillages, excès, irrégularité, solution, étape de mise en place, les moins, pouvez-vous en parler un peu plus? Donc, en effet, dans la présentation, on s'est attaché en fait à présenter des résultats. La démarche sous-jacente, au départ, comme l'a expliqué Arnaud, donc c'est nous qui sommes intervenus dans cette démarche-là, sachant que CDI avait commencé une réflexion et avait constitué en fait un comité de pilotage en amont de la démarche digitale. Cette démarche ne s'appelait pas Lean en fait à l'origine. C'est-à-dire que petit à petit, on est arrivé sur du Lean et on est arrivé sur des processus d'amélioration continue et d'identification des gaspillages. Alors nous, pour que ça fonctionne, pour introduire ces notions-là, on a très vite identifié les points sur lesquels il fallait qu'on agisse. Donc ça concerne la dématérialisation. Donc éviter en fait qu'on ait à envoyer du papier ou qu'on ait du papier, qui sont généralement de la rupture des flux dans les processus. Hein, c'est un petit peu comme la gestion des stocks dans la partie production. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'automatisation. Donc, dans les systèmes d'information, en fait, l'automatisation concerne les échanges entre systèmes. Ça, c'est le premier point. J'ai un ERP d'un côté, j'ai des CAO, DAO de l'autre, j'ai de l'EDI, j'ai un magasin, j'ai un client final, j'ai des particuliers. Donc, comment faire en sorte d'automatiser les différentes tâches? Donc, ce sont des tâches, soit d'intégration de données, de mise en cohérence de données, de ce qu'on appelle du mapping. Hein, contrôle de données, faire en sorte que les données soient compatibles entre les différents systèmes, hein, que la base de données article, la base de données client, les différents types de commandes, que tout le monde parle le même langage. Donc les magasins n'ont pas forcément, même si on est sur des magasins qui vendent des cuisines Arthur Bonnet, comme l'évoquait tout à l'heure Arnaud, ils vendent aussi de l'électroménager, ils vendent aussi de la déco, et ils n'ont pas forcément le même discours ou les mêmes manières de présenter les choses que l'industriel. Donc comment on fait pour rendre cette chaîne cohérente? Donc voilà. Donc quand on parle de mapping, en fait, on parle de tout ça. Donc il y a la partie dématérialisation, la partie automatisation, et ensuite il y a la partie acquisition de données. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que pour bien analyser, pour faire en sorte d'être dans des processus d'évolution ou d'amélioration continue, il faut que la donnée soit correcte, cohérente. Voilà, il y a un ensemble de critères qui vont permettre de définir en fait la donnée. Il faut qu'elle soit fraîche. Et pour que ces critères soient optimisés, il faut absolument aller chercher la donnée à la source, là où elle est, là où l'action est faite en fait. Donc, quand quelqu'un rentre dans un magasin, avoir la possibilité de déclarer dans un formulaire adapté, rapide d'accès, que quelqu'un est rentré dans le magasin. Parce qu'évidemment, je vais plus m'empresser d'aller voir la personne qui est rentrée dans le magasin pour essayer de faire une vente, que d'aller remplir un formulaire pour dire que quelqu'un est rentré dans le magasin. Mon travail, étant bien de vendre dans ce cas-là, plutôt que de remplir des formulaires. Donc, quand on intervient dans ce cadre-là, vu que je dirais la collecte de données est un des points importants de l'amélioration continue. Bien, il faut trouver des solutions qui vont permettre de tracer tout ça. Alors, je dis bien tracer, hein, pas fliquer. L'idée étant, à chaque fois, d'adjoindre à des données de gestion, par exemple une visite. Une visite, on sait que c'est un homme, un couple, une femme, etc., intéressé par tel type de modèle et autres. On va adjoindre à ces données-là une heure, une date d'arrivée, une heure de début, éventuellement une heure de sortie, éventuellement une date de retour, éventuellement une date de visite, éventuellement après on va faire le lien avec la commande.
ce qui va permettre également d'analyser le processus, hein, de savoir quand est-ce que la personne est venue, quand est-ce qu'elle est revenue, combien de temps ça a duré, et de travailler sur l'amélioration de ce processus. Bon, là, je parle du processus de vente. Le processus SAV, on est exactement dans le même cas d'usage. Combien de temps je mets pour répondre à un client, combien de temps je mets pour solutionner sa problématique, sans parler de la réponse, et ainsi de suite. Hein, donc on a vu au fur et à mesure, voilà, Arnaud en parlera plus que moi, mieux que moi, le taux de service client, donc qui est un indicateur qui est suivi depuis très longtemps chez CDI, évoluer dans sa construction, hein, et dans la perception que l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur en ont. Voilà, c'est-à-dire qu'au début, un taux de service simple s'est complexifié au fur et à mesure, en fait, qu'on réfléchissait à la question et qu'on améliorait notre perception, en fait, des processus et de la cartographie de ceux-ci. Tu veux rajouter quelque chose, Arnaud? Non, je vais laisser Maud conclure. Ah, voilà, en espérant avoir répondu à la question. Et n'hésitez pas à me solliciter en dehors de cette prestation pour échanger plus avant, hein, sur la démarche et ce qui a été mis en place pour cette démarche. Voilà, Maud. Merci. Merci. Alors moi, je me permets de lancer peut-être un petit sondage pour terminer ce webinaire que je vous laisse découvrir dans l'onglet sondage en bas à droite, hein, si vous avez envie d'y répondre, tout simplement. Voilà. Donc, on va voir si on a des petites réponses déjà. Vous le voyez arriver. Non. Et puis nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire organisé par la DFCG Bretagne Pays de Loire et en partenariat avec Sigal et CDI. Merci David d'avoir pris le relais en ce début de webinaire à ma place pour présenter la DFCG, c'était parfait. Voilà, d'où l'intérêt d'être plusieurs en webinaire, sinon c'est du cafouillage. Voilà, et puis comme convenu, vous allez recevoir d'ici une trentaine de minutes un lien pour voir le replay et puis aussi pour télécharger la présentation en PDF et puis surtout, si vous avez une démarche Lean justement Office en projet, n'hésitez pas à contacter l'équipe. Voilà. Eh bien, on a reçu vos réponses à vos sondages, au sondage, pardon. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup également. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.